Bien, mesdames et messieurs, merci d'être venus aussi nombreux. Il y a de la musique, je ne sais pas pourquoi, qui vient là. Merci. Merci d'être venus. Merci à François et à Dominique d'avoir fait l'effort du déplacement en Normandie. J'ai arraché François au bras de sa femme et de sa famille dans des négociations absolument insupportables contre une journée de chasse supplémentaire en Normandie, à laquelle j'ai bien entendu invité Gérard Larcher. Parce que bien entendu, l'occupation majeure de François dans quelques semaines, ça va être un peu de taquiner la perdrix et le lièvre. Mais tu le méritais, tu vois, je l'avais dit. Et lui dire à quel point j'aime notre amitié et qu'elle est, je l'espère, le début d'une belle histoire pour les prochaines années, parce qu'il va bien falloir qu'il y en ait un qui s'y colle à l'élection présidentielle. Dire à Dominique, on a suffisamment de complicité. En plus, il n'y a pas de problème d'ego entre nous, ce qui est quand même assez rare en politique, il faut le reconnaître. Et que nous avons su trouver un point d'entente assez extraordinaire, qu'on doit d'ailleurs, je crois, à l'exécutif, comme le disait tout à l'heure François, c'est que nous avons su en permanence trouver les voies et moyens pour que départements et régions ne soient pas concurrents, que le gouvernement ne profite pas d'éventuelles divisions entre les deux strates des collectivités. Et nous avons su toujours bâtir un discours d'unité pour défendre les libertés locales. Nous avons été au gouvernement ensemble et c'est ensemble que nous essayons de défendre cette idée qu'une partie du redressement du pays passera par ces énergies locales. Et dire à Gérard Larcher que vraiment il fait un boulot absolument exceptionnel. Vous en rendez pas compte, vous, peut-être tous les jours, mais Gérard, bien entendu, a le rôle qui est le sien au Sénat, et les sénateurs ou les anciens sénateurs ou un ancien questeur comme Jean Léonce le savent. Mais au-delà de ça, Gérard a une œuvre majeure qui est celle d'essayer de faire en sorte que la famille de la droite et du centre-droit trouve les voies et moyens de sa reconstruction. Et Gérard fait un boulot gigantesque, un boulot de tous les jours, n'hésitant pas à traverser la France de part et d'autre pour le faire et pour aboutir, je l'espère, au début de cette reconstruction. Et donc Gérard, vraiment, merci mille fois pour ce que tu fais, c'est formidable. Vraiment. Dire à Jean Rotner, mon camarade du Grand Est, que je suis heureux qu'il soit là aujourd'hui. J'étais très heureux de te vendre nos trains d'occasion. J'en ai encore en plus mauvais état, si tu le veux. Très nombreux. En fait, on a passé un super accord avec Jean. C'est que, comme vous le savez, nous allons avoir des trains neufs à partir de l'année prochaine avec un grand programme, je l'espère, d'amélioration du réseau ferroviaire normand à partir du début de l'année prochaine. Et il nous restait des trains qui étaient des trains à mi-vie, de grosse capacité, et nous on avait besoin d'harmoniser notre parc ferroviaire pour gagner en efficacité et en coût. Et donc l'accord que nous avons passé, c'est que quand moi j'achèterai je sais pas si j'espère que c'est moi qui les achèterai, parce que ça veut dire que je serai réélu, mais oui. Et donc en clair, en 2024 nous achèterons des trains neufs supplémentaires, ce qui nous permettra de pouvoir faire cet échange avec la région Grand Est qui avait besoin de trains plus rapidement. Oui, je sais, les premiers arriveront avant, mais en même temps, il nous a fait un chèque d'100 millions d'euros, donc ça me va très bien. Et comme disait François Baroin, il faut piquer l'argent de l'Alsace tout à l'heure. Et donc là, j'ai appliqué la maxime Baroin entre le Grand Est et la Normandie. Et puis, je voudrais dire à nouveau à nos hôtes l'amitié qui est la nôtre de nous recevoir dans votre manoir. Vous savez à quel point nous avions une affection extraordinaire
qui était celle que nous portait Nicole Degrain, qui nous a accueillis pendant des années et qui doit être heureuse de nous savoir ici aujourd'hui. Donc, madame, monsieur, merci mille fois pour nous accueillir aujourd'hui dans ce bel endroit où nous avons de si beaux souvenirs. Merci mille fois. Alors, madame et monsieur Bourbonne, le seul problème, c'est que c'est tous les ans. Voilà. Enfin, je ne vais pas citer tous les maires qui sont là, mais je voudrais, au-delà de saluer Christophe et Jean Léonce, avec qui nous travaillons tous les jours, saluer Joël Bruno. Jean-Baptiste ne peut pas être là parce qu'il y a des manifestations très importantes au Havre. Je voulais saluer Joël parce que, honnêtement, il fait un boulot exceptionnel à Caen. C'est pas une ville facile. Non, c'est pas une ville facile parce qu'elle n'a pas une composition socio-politique qui forcément rend les choses très simples. Mais je crois que Joël a su faire un boulot exceptionnel à Caen et lui dire que dans quelques mois, nous serons heureux de faire campagne avec lui pour lui permettre d'être élu parce que la ville de Caen mérite d'avoir un maire ayant un tel sens de la responsabilité. Donc, merci Joël pour ta présence aujourd'hui. Et puis, je voudrais remercier nos deux invités de marque, Denis Tillinac et Alexandre Jardin. Alexandre est là, Denis est là. Vous remerciez tous les deux d'être venus. Hier, moi, j'étais à Brive. Quand je suis arrivé, Denis repartait en disant « je te vois demain ». J'étais avec Valérie Pécresse, pour tout vous dire. J'ai roulé quasiment toute la journée hier. Quel bonheur. Et donc, vous dire qu'en effet, on a des choses à faire ensemble. On a besoin de puiser dans votre intelligence, dans votre capacité de réflexion, dans votre énergie. Et moi, je reprends l'idée d'Alexandre. On en parlait avec François, Dominique et Gérard tout à l'heure. Il y a peut-être autre chose que le badge, mais nous aurons cette réunion de conclusion de nos assises au mois d'octobre. Et je pense qu'il y a en effet quelque chose à bâtir là-dessus, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, c'est notre rentrée politique. Et je voudrais simplement aborder 2 ou 3 sujets pour ne pas être trop long, parce que je sais qu'il est déjà tard. Et François Baron voudrait rentrer rapidement à la maison. Et donc, non mais ça tu l'as voulu, hein, ça je te l'ai dit. Mais je peux continuer si tu veux. Et donc, je voudrais simplement aborder 2 ou 3 sujets. Notre rentrée politique, elle impose, bien entendu, à la majorité régionale de dire un certain nombre de choses que je voudrais évoquer devant vous ce matin. Cette rentrée politique, elle arrive dans un contexte où, globalement, la presse explique notre division, notre désunion, est-ce que c'est la mort de la droite et du centre, etc., etc. Je n'y crois absolument pas. Je crois d'ailleurs qu'il est tout à fait sain qu'aujourd'hui, il y ait des expressions diverses et variées. J'en profite pour vous dire que celles et ceux qui vous expliquent que nous sommes extrêmement divisés, est-ce que vous connaissez, vous, un seul parti politique où tout le monde pense la même chose? Et d'ailleurs, comme le disait un de mes anciens mentors qui est François Bayrou, si nous pensions tous la même chose, ça veut dire qu'on ne penserait plus rien. Et donc, en clair, moi j'ai connu depuis 25 ans ou 30 ans des familles politiques dans lesquelles il y avait des personnalités qui avaient des expressions assez différentes. Et il y avait une majorité qui s'appelait l'UDF et le RPR, où il y avait des sensibilités assez différentes entre M. Malhuret et M. Griottret, pour prendre des exemples, et entre les Européens qui pouvaient exister à l'UDF, mais ça n'empêchait pas de bâtir une majorité politique pour bâtir une majorité gouvernementale. Et j'en profite pour dire que si on avait des doutes sur le fait que c'est toujours ainsi, je me permets d'observer qu'à En Marche, entre ceux qui sont issus du Parti socialiste et un camarade du département de l'Eure que j'ai bien connu, qui a fait une campagne des primaires en étant plus à droite qu'à droite, il se reconnaîtra. Je pense que là aussi, probablement, on peut évoquer des différences existant dans toutes les formations politiques. La question pour nous, mesdames et messieurs, c'est pour moi une question simple. Est-ce qu'on peut continuer avec la même antienne, avec le même discours, avec les mêmes réflexes? Je ne crois pas. Je le dis à Gérard Larcher et à François Baron, je ne crois pas qu'on puisse continuer
à tout le temps répéter les mêmes choses et à oublier les évolutions de la société française. Mais il y a aussi une question de posture et de positionnement, d'attitude politique. Je le dis aux parlementaires qui sont présents, notamment aux sénatrices qui sont là. Est-ce qu'on peut constamment expliquer que ce qui est fait par le gouvernement est nul ? Est-ce qu'on pourrait être simplement, de temps à autre, dans une attitude qui consisterait à dire quand c'est bien, quand c'est mal, c'est mal ? Quand ils ont fait ce que nous aurions pu faire, ou ce que nous disions que nous allions faire dans l'hypothèse où nous aurions gagné cette élection, pourquoi ne pas le reconnaître ? Pourquoi ne pas dire que la réforme du droit du travail, avec notamment la fixation des indemnités de licenciement, c'était quelque chose que nous avons porté, que nous n'avions pas pu faire à l'époque parce que l'état de la société n'était pas celui-ci. Lorsqu'il y a eu, la réforme de la SNCF, nous l'avons co-construite avec le gouvernement, puisque nous avons passé des dizaines de réunions avec les membres du gouvernement. Pourquoi ne pas dire que cette réforme-là, nous aurions aimé la faire et que nous l'aurions faite si nous avions été au pouvoir ? Alors à chaque fois, chaque réforme qui est menée, elle peut être meilleure, elle peut être probablement avec tel ou tel défaut. Mais je pense qu'on y gagnera beaucoup en crédibilité auprès de nos compatriotes si nous sommes de temps à autre en capacité de pouvoir dire « oui, en effet, ce qui est fait là, c'est quelque chose qui était aussi dans notre projet politique. » Et oui, mesdames et messieurs, je suis heureux de constater l'évolution du président de la République sur le traité du Mercosur. Je regrette qu'il ait fallu ces dernières semaines pour que le président de la République se rende compte que ce traité était un mauvais traité, notamment pour les paysans et les éleveurs de France. Mais est-ce qu'on peut continuer à être en permanence sur l'idée d'un libre-échangisme absolument et total quand on a comme première préoccupation la question du réchauffement climatique ? Parce que, le libre-échange qui consiste à faire en sorte que ce qui part du port du Havre revienne ensuite au port du Havre après avoir été traité dans des usines de l'autre bout du monde, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution pour faire en sorte qu'on lutte contre le réchauffement climatique. Et je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur moyen de relocaliser une activité et qu'on aurait besoin de bâtir un autre modèle sur ces questions. Moi qui suis pourtant libéral, je ne crois plus à la théorie de Ricardo matin, midi et soir quand on est face aux problématiques qui sont les nôtres au XXIe siècle. Ça se dit. Rassurez-vous, je n'ai pas changé de majorité. Cela, tout d'un coup, je me dis, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Je vous rappelle que quand certains avaient des frayeurs de gazelle au moment de la campagne présidentielle de François Fillon, moi j'ai fait toute la campagne sans me poser aucune question, même si je m'en posais quand même quelques-unes. Mais j'ai été jusqu'au bout. Quand d'autres se planquaient, j'étais là. Et donc, j'ai pas changé. Mais j'ai besoin, avec vous, tout de même, de me poser un certain nombre de questions simples, qui sont de nous dire ce que nous sommes capables de faire dans nos collectivités, c'est-à-dire de rassembler des bonnes volontés. On doit être capable aussi de pouvoir avoir une expression qui soit une expression de rassemblement quand des sujets le méritent. Et ça ne m'empêche pas de dire que je suis, bien entendu, très inquiet de la politique, notamment budgétaire et de la dépense publique telle qu'elle est menée depuis des années, puisque nous continuons à vivre à crédit année après année. Je vous rappelle que le déficit structurel de l'État depuis 2017 est resté le même, c'est-à-dire autour de 50 milliards, en dépit de la croissance. Je vous rappelle que la réduction du nombre de fonctionnaires est une idée qui a été abandonnée. Je vous rappelle par ailleurs que nous vivons grâce à une équation absolument extraordinaire, mais qui ne durera pas, et qui est d'ailleurs une vraie interrogation pour les générations futures, qui est celle de profiter de taux d'intérêt négatifs pour continuer à ne pas nous préoccuper de l'augmentation de la dépense publique et du déficit qui va avec. Et que donc nous profitons simplement d'une opportunité
qui est donc une immense menace pour le pays, c'est que le jour où les taux d'intérêt redeviendront positifs, eh bien, nous aurons un effet de ciseau qui sera d'une violence et d'une brutalité absolument exceptionnelle pour le pays. Et donc ça, on a le droit de dénoncer l'équation dans laquelle le gouvernement nous mène année après année, qui est celle de faire peser sur le pays de très lourdes menaces, quand, mesdames et messieurs, nous constatons dans le monde entier une réduction de la croissance, quand nous constatons dans le monde entier des menaces en matière de sécurité et de stabilité qui sont absolument majeures, et que donc rien n'est garanti et assuré pour les prochaines années. Mais je crois, premier message que je voudrais faire passer, c'est que nous devons être en capacité de changer, mon cher Gérard, de posture et d'attitude politique. Je pense qu'on peut à la fois dire qu'il y a des choses qui vont mal et en même temps dire que parfois, en effet, c'est ce que nous aurions fait ou c'est ce que nous aurions pu faire. Deuxième élément, mesdames et messieurs, c'est le discours politique qui est le nôtre. On a tous nos sensibilités diverses et variées et elles sont toutes respectables. Mais est-ce qu'on peut constamment rester sur le même discours ? J'ai adoré faire la campagne de François-Xavier Bellamy. Tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai adoré ce type. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est d'une intelligence exceptionnelle. Exceptionnelle. Tout le monde ne partageait pas cette idée-là. J'en connais qui ne la partageaient pas nécessairement. Mais j'aimais cette fraîcheur, cette capacité de réflexion, la dialectique qui était la sienne, de tenter de nous élever. Et donc j'ai fait campagne vraiment avec plaisir. Mais je ne vais pas lui faire de procès parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais on est entre nous, il n'y a pas de presse, rien, donc on peut se parler. Mais je vais vous raconter cette anecdote. Pardon, je ne fais pas vraiment un discours politique comme vous auriez voulu l'entendre, mais bon, c'est mon moment de rentrée, voilà. Réflexion de mon fils, Raphaël, qui a 24 ans. Et mon fils me dit, durant les vacances, il y a quelques jours, il me dit, tu sais, papa, tous mes copains et copines de la fac de droit ont tous fait la campagne de Fillon à mort. Ils ont collé, ils ont affiché, ils ont tracté, etc. Eh bien, j'ai fait les comptes, ils ont tous voté vert. Je leur dis, mais attendez, j'ai dit, mais Raphaël, attends, tu me dis que tous tes copains, il me dit, écoute, tu peux te les dénombrer, j'en ai dénombré 16. 16 sur 16. Je dis, mais entre Jadot et Fillon, quels sont les points de comparaison ? Il me dit, écoute, pourquoi ils n'ont pas voté pour nous ? Pourquoi ils n'ont pas voté Bellamy ? Pourquoi ils n'ont pas voté la liste que nous représentions ? Eh bien, tous, il m'a dit, bien, pour la plupart d'entre eux, ce sont ces déclarations du lundi à François-Xavier. Parce que la déclaration sur l'IVG ou sur Vincent Lambert, pardon, mais moi, ce n'est pas mon modèle de société. Et ce n'est pas le modèle de société de mes copains, même s'ils ont des valeurs et qu'ils ont la culture que vous imaginez. Et, pardon de vous dire, mais sur l'environnement, je suis bien incapable de savoir ce que vous portez et pensez sur ce sujet-là. Et vous, les adultes, toi, avec tes 58 ans, tu n'as pas forcément le même horizon que le mien sur les questions du réchauffement climatique. Et à un moment, on a besoin de vous faire passer un message. Ce que m'a raconté Raphaël, je vous le dis autrement. Nous ne pouvons pas être, mesdames et messieurs, simplement sur les questions que nous évoquons à longueur de journée, qui sont des sujets centraux majeurs, que sont les questions de l'identité nationale. Oui, c'est un sujet majeur. Que sont les questions de laïcité. Oui, c'est un sujet majeur. Que sont les questions de sécurité. Oui, c'est un sujet majeur. Que sont les questions d'immigration clandestine, des mineurs isolés. Oui, ce sont des sujets majeurs sur lesquels le gouvernement est en faiblesse et en difficulté et que nous pouvons critiquer sur bien des points. Mais est-ce qu'on peut, un jour, mesdames et messieurs,
simplement se dire que la société française a évolué, qu'elle est composée, en effet, comme le disait Denis Tillinac, d'immenses fractures aujourd'hui, du moins la société française n'a jamais été aussi différente, en vérité, dans sa composition. Quand on voit simplement, je lisais ça la semaine dernière, ce que représentaient les salaires des grands patrons il y a 30 ans avec le salaire minimum et ce que représentent les salaires des grands patrons avec le salaire minimum aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des inégalités gigantesques qui se sont creusées entre ceux qui réussissent le plus et le reste des Français, et que pour beaucoup de Français, tout ça est insupportable. Quand certains vont gagner 30 000 fois le SMIC, à un moment, on se demande quelle est la raison de tout cela, quelle est la motivation qui fait que vous pouvez gagner 30 000 fois plus que celui qui va bosser tous les jours dans l'usine de Valérie. Bien. Tout ça m'amène à vous dire que nous devons, mon cher Gérard, et François, puisque vous êtes des voix qui portent plus que la mienne, vous dire qu'il nous faut devenir modernes. Ne pas nous renier, bien entendu. Ne pas éviter et oublier ces sujets, les sujets que j'évoquais tout à l'heure. Mais au moins considérer qu'on a le droit de parler d'un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons fait preuve de modernité il y a quelques décennies. Mesdames et messieurs, puisqu'on a fait appel aux grandes références tout à l'heure avec Guy Lefranc, le vote des femmes, c'est le général de Gaulle. La régionalisation, c'est le général de Gaulle. Le premier ministre de l'Environnement, mesdames et messieurs, c'est Georges Pompidou. L'IVG, c'est Valéry Giscard d'Estaing. La charte de l'environnement dans la Constitution, c'est Jacques Chirac. Et tout d'un coup, nous sommes devenus, sur à peu près tous les sujets majeurs de la société, comme les archaïques pour une partie de nos compatriotes, et notamment ceux qui, en effet, sont la France entreprenante, ouverte à la mondialisation, et qui réussit et qui existe. Mesdames et messieurs, quand on est de droite ou du centre-droit, c'est pas parce qu'on est attaché au territoire qu'on n'est plus capable de parler à la France urbaine et qu'on n'est plus capable de parler au quartier, cher Guy. C'est pas parce qu'on est de droite et du centre-droit qu'on est incapable de parler d'environnement, d'évolution. Regardez à quel point le monde agricole est en train de changer. La mutation du monde agricole, elle est gigantesque aujourd'hui. Je regardais les chiffres des services la semaine dernière. Sur 31 000 exploitations agricoles en Normandie, mesdames et messieurs, 6 000 ont signé des mesures agri-environnementales et climatiques. C'est-à-dire 6 000 ont décidé d'évoluer dans leur pratique agricole. 10% d'entre elles, aujourd'hui, font de la vente directe, c'est-à-dire 3 000 exploitations. 250 exploitations chaque année passent au bio. Et quand la région lance un plan expérimental pour que nous puissions avoir, grâce à cette avant-garde, l'enseignement de l'arrêt du glyphosate, puisqu'il est annoncé, et que nous lançons avec la Chambre d'agriculture un appel à projet pour que 50 exploitations puissent nous donner les enseignements et qu'on puisse voir les impasses, comment on peut bâtir un modèle, en effet, qui est un vrai enjeu, une vraie difficulté pour le monde agricole, eh bien, il y a des exploitations agricoles en Normandie qui disent « Ok, moi je veux savoir ». Et quand vous avez en tête que nos agriculteurs aujourd'hui sont tous ou presque diplômés de l'enseignement supérieur et ont des enfants qui vont à la ville, et qu'une partie du monde agricole d'aujourd'hui n'est plus issue du monde agricole d'hier, mais est issue du monde urbain. J'étais dernièrement dans une exploitation dans l'Eure, pas très loin de chez Guy. L'agriculteur en question, il avait été ingénieur dans l'aéronautique avant. Eh bien, quand on voit cela, on constate qu'on a une immense transformation du monde agricole qui a intégré que l'environnement, c'est en effet des préoccupations, mais que ça peut être une formidable chance pour créer de la valeur ajoutée et s'adresser aux consommateurs. C'est autre chose que simplement de rester sur des discours qu'on connaît par cœur sur ces sujets-là. Et donc moi, j'ai envie de vous dire
J'ai envie, mon cher Gérard, que dans le cadre des travaux de la reconstruction de notre famille politique, nous puissions être modernes. Et je vais prendre 3 thèmes. Le premier, celui de la décentralisation. Alexandre a raison. Le vrai sujet, on en parlait tout à l'heure avec Gérard, c'est que nous sommes aujourd'hui la famille politique qui vendons l'idée que la transformation du pays passera par les territoires. Et on est sûr d'avoir raison. La preuve, c'est que tous les pays européens, qui en général se portent mieux que nous, ont adopté cette gouvernance-là. L'ambassadeur d'Allemagne avec lequel j'étais au moment des cérémonies du 6 juin disait, alors que j'étais en train de discuter avec Jean-Yves Le Drian pour essayer de faire passer quelques messages, l'ambassadeur d'Allemagne était à côté de nous lors du dîner et à un moment, il nous regarde tous les deux, il dit « Mais vous êtes quand même le seul pays en Europe à penser que les choses peuvent se gérer et se régler à partir de bureaux dans des ministères. » Bon, oui, mais pardon de vous le dire, nous commettons à chaque fois la même chose, c'est-à-dire qu'au moment de l'élection présidentielle, nous racontons qu'il y a un homme providentiel qui va tout régler. Eh bien non, mesdames et messieurs, l'homme providentiel, ça n'existe pas, sauf dans des grands moments historiques comme on a pu connaître au lendemain de la Libération. Eh bien non, mesdames et messieurs, pensez que parce qu'on élira tel ou tel en 2022, la transformation du pays sera effectuée et que nous vivrons pour les décennies à venir dans un monde parfait, ça n'existe pas. Et que moi, ce que je voudrais, c'est que Gérard, dans le cadre de cette recomposition, nous puissions, en effet, comme le disait Jean-Léon, vraiment bâtir une décentralisation portée sur l'idée de subsidiarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une décentralisation où, en clair, l'État continue à dire de temps à autre, je vais vous en laisser un peu plus. Eh bien, de réellement bâtir un modèle sur lequel on s'interroge à chaque fois en se disant tel pouvoir doit être exercé à tel niveau. Et pourquoi il doit être exercé à tel niveau avant de l'envoyer au niveau supérieur? Cet exercice, on ne le fait jamais. Et deuxièmement, alors vous allez me dire c'est incompatible avec la folie de vouloir être candidat à l'élection présidentielle, mais deuxièmement, d'avoir un candidat à l'élection présidentielle qui est peut-être pas la modestie, parce que ça marche pas, mais la lucidité de dire qu'une partie de la réussite du pays, ce n'est pas l'exécutif et le pouvoir central qui le fera, mais c'est le pouvoir local. Valérie évoquait la situation de la région. Voilà, je vais faire un peu d'autosatisfaction. En général, quand on était sur les classements en matière d'économie sur la Haute-Normandie ou la Basse-Normandie, sur les 21 régions, 22 régions, vous pouviez mettre la France, vous mettiez la Haute et la Basse-Normandie, vous étiez toujours 17e, 18e. Aujourd'hui, on est quasiment tout le temps premier. Je vous cite les chiffres. Ce n'est pas les miens, c'est ceux de l'État. Donc, honnêtement, je n'imagine pas que l'État puisse nous faire ce plaisir-là. Mais, on a créé un écosystème, je crois, avec le travail formidable que mène Sophie. On a fait un boulot d'essayer de mettre en place réellement un système innovant en matière d'économie. Je ne vais pas vous refaire la même messe qu'à chaque fois, le fonds d'investissement, le fonds de prêt participatif, l'entrée dans le capital de société, le dispositif ARM pour venir en aide à des entreprises fondamentalement saines, etc., etc. Bien, mais qui ont des difficultés. Hier, j'étais donc à Brive et j'étais heureux, je raconter ça à Gérard tout à l'heure puisqu'il me dressait des louanges et je lui disais, écoute, j'étais vachement content, je rencontre l'ancien patron de l'UEMM, Alexandre Soboise, pour le citer, et qui était avec Valérie Pécresse et qui me dit, Président, vraiment, je voulais vous dire, à chaque fois que je rencontre des chefs d'entreprise normands dans des instances nationales, à chaque fois, ils n'arrêtent pas de dire que c'est formidable ce qui est en train de se passer en Normandie. Bon. Mais je vous dis, les chiffres. En 2018, les exportations ont augmenté en France de 3,8%, elles ont augmenté en Normandie de 4,5%. L'année d'avant, c'était 2 fois plus. En 2018, les investissements des entreprises dans l'industrie ont augmenté de 2%. En Normandie, elles ont augmenté de 10% dans l'industrie et de 20% dans les services. Les créations d'entreprises ont connu une hausse de 17% en France. Nous avons refondé la totalité du dispositif de création d'entreprise puisqu'on avait plus de 90 associations qui faisaient ça partout dans leur coin. On n'a plus qu'une seule structure.
Aujourd'hui, les créations d'entreprises en Normandie, c'est 21,4% en Normandie, soit 30% de plus qu'au niveau national. En 2018, le nombre de demandeurs d'emploi s'est réduit de 0,2% en France. En Normandie, la réduction a été de 1,9%. Et si vous prenez tous les indicateurs les uns après les autres, j'en ai 2 pages entières, vous constatez la même chose. Pourquoi ? Parce que je crois que grâce à l'initiative de la région, parce qu'on a travaillé avec les chefs d'entreprise, parce qu'on a travaillé avec les pôles de compétitivité, parce qu'on a travaillé avec les clusters, on a été en capacité de pouvoir bâtir ce modèle-là. Et que jamais, ce modèle-là, vous ne pouvez le bâtir à partir d'un bureau qui se situe à l'Élysée ou au ministère de l'Économie et des Finances. Pardon de le dire, mais quand, avec Christophe, nous essayons de bâtir enfin quelque chose qui marche au haras du pain. Ceux qui nous rendent la vie la plus difficile, c'est les services de l'État. Et on a même reçu une lettre du directeur régional de l'INRA, comminatoire, nous disant « Messieurs les présidents, de quel droit vous commencez à vouloir vous occuper de ce qui va se passer au haras du pain ?» Et donc, on voit bien que, honnêtement, il y a encore du chemin à faire. Et quand, avec Jean-Léon, on bâtit ce modèle autour du cheval, puisqu'on évoquait ça tout à l'heure, avec cette histoire extraordinaire qu'on bâtit à la fois avec l'ABO et avec à Dozulé, où on va avoir un campus autour du cheval, où toutes les équipes de recherche et de formation de toute la France vont y être. On le fait, nous, région et département du Calvados, on le fait dans un dispositif où on ne demande à personne, et ça avance. Et dans 2 ans, vous aurez là le campus équin, où il y aura la plus forte concentration de technologie, d'intelligence, de recherche, de formation du monde entier. Et ça, on ne le fait pas à partir d'un bureau à Paris, parce que dans le même temps, quand le directeur général du port du Havre, lui, a besoin de faire un investissement, il lui faut 1 an pour avoir la réponse dans le cadre d'arbitrage rendu par Bercy, parce que quand il s'agit du port du Havre, mesdames et messieurs, on demande au directeur du port, sur des investissements qui sont des investissements avec des retours sur très long terme, on va lui demander un taux de retour sur investissement de 7 points. C'est-à-dire qu'au moment où les taux d'intérêt réels sont négatifs, on lui dit il faut 7 points de retour sur investissement. Et donc on vient s'adresser à la région pour subventionner cet investissement pour qu'il puisse présenter quelque chose qui lui coûte moins cher pour faire le taux de retour qui convient bien. Et donc voilà, en clair, en quoi on a besoin de bâtir un modèle nouveau. Mais pour ça, ça nous impose à nous, pour revenir à mon discours, que nous ayons la modestie de nous dire, aux campagnes nationales, on va dire aux Français qu'une partie des sujets, on va les régler par des initiatives locales, comme le disait François tout à l'heure. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, la question de l'environnement. J'ai en souvenir des études quand j'étais plus jeune, démontrant que quand on était écolo au premier tour, on votait à droite à 70%, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est plus exactement cela parce qu'on a perdu tout discours. Mais est-ce qu'on peut quand même se rappeler que le Grenelle de l'environnement, c'est nous, qu'il a été porté par Jean-Louis Borloo notamment, et que nous avons été capables de pouvoir impulser toute une série de politiques. Et donc, quand aujourd'hui, le seul discours politique que nous avons sur l'environnement, c'est de railler la présence de Greta Thunberg à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il fallait l'inviter ? Honnêtement, on peut se poser la question. Mais est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique n'impose pas qu'il nous ayons des lanceurs d'alerte et des icônes capables de dire au monde « Attention, danger, danger mortel » et qu'elle en fait partie. Et quand je constate que lorsque nous avons remis le prix Liberté à cette jeune femme, le vote des jeunes qui ont voté par Internet, alors qu'il y avait des candidatures d'un grand blogueur luttant sur les droits des femmes en Arabie Saoudite,
Elle a obtenu un très large soutien des jeunes pour lui accorder le prix Liberté. Le seul message qu'on retient au bout du compte de la droite et du centre, c'est que, décidément, les questions d'environnement, ça ne doit pas les concerner, puisqu'il se trouve le moyen d'être extrêmement négatif, pour ne pas employer d'autres mots, j'ai des mots plus durs, sur la présence de Greta Thunberg à Paris. Mais sur ce sujet-là, reconnaissez qu'on est en droit de demander à Emmanuel Macron pourquoi il devient vert aujourd'hui. Parce que moi, pour l'instant, à part la fermeture des centrales à charbon, dont celle du Havre, je n'ai pas un seul élément à mettre au bilan de la majorité gouvernementale sur les questions d'environnement. Ce que je sais, c'est qu'en matière d'environnement, une partie des sujets devrait être traités au niveau local et non pas au niveau national, parce que bien entendu, tout ça ne marche pas. On est dans des usines à gaz absolument extraordinaires. Et en plus de ça, on a créé des agences qui sont totalement indépendantes, que plus personne ne contrôle, comme l'ADEME ou l'Agence de l'eau, qui distribuent des milliards sans que personne ne sache quels sont les critères. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que les deux agences de l'eau qui sont sur la Normandie, elles n'ont pas les mêmes politiques sur les mêmes sujets, alors que nous sommes sur le même territoire. Tout ce que je sais, c'est que quand je discute avec le patron de l'ADEME, il a le sentiment de discuter avec un président de région sur lequel il n'a quasiment aucun compte à rendre, et il n'a pas plus de compte à rendre au gouvernement sur les questions que nous traitons ensemble. Mais au-delà de la recomposition des politiques en matière d'environnement, je ne suis pas capable de citer un exemple d'une réussite des politiques environnementales. Et on a même sur ces sujets-là des tartufferies absolument extraordinaires. Quand vous avez un ministre qui vous dit « je vais lutter contre le gâchis alimentaire dans les cantines et les restaurants scolaires », on a envie de lui dire « pauvre pomme, tu crois qu'on ne le fait pas déjà ? Qu'on ne s'est pas lancé là-dedans ?» Quand on entend un autre ministre nous dire « je vais faire en sorte que les filières courtes puissent alimenter les collèges et départements et les lycées des régions », on a envie de lui dire « tu crois qu'on t'a attendu pour commencer à le faire ?» Et d'ailleurs, on le fait même ensemble sur un certain nombre de points. C'est-à-dire que vous avez des ministres qui évoquent des sujets sur lesquels ils n'ont pas le quart du début de commencement de compétences, puisque c'est soit la commune, soit le département, soit la région. Bon, on les laisse s'exprimer là-dessus, sans que bien sûr il y ait un seul journaliste qui dise « mais monsieur, vous n'avez aucun pouvoir en la matière ». Mais si vous prenez les politiques de l'eau, est-ce que vous seriez capable de me citer une seule avancée du gouvernement sur ces questions-là? Tout ce que je sais, c'est qu'on a piqué 700 millions d'euros aux agences de l'eau et qu'aujourd'hui les syndicats de rivière sont en difficulté. Lorsque vous parlez d'économie circulaire, est-ce que vous seriez capable de me citer une avancée majeure sur la question? Moi, je peux vous citer en revanche des reculs, au moins un en Normandie. Un grand groupe qui s'appelait Naval Group, qui s'appelle toujours Naval Group, a investi plusieurs centaines de millions d'euros à la demande de l'État pour développer l'énergie hydrolienne et poser des turbines dans le Raz Blanchard. Eh bien, mesdames et messieurs, grâce à l'État, nous avons inauguré une usine à Cherbourg, flambant neuve, construite par la région, subventionnée par le département et l'agglo de Cherbourg, qui a été fermée 15 jours après parce que l'État a décidé d'abandonner cette énergie-là. Et dans le même temps, nous avons repris le flambeau avec une société que nous sommes allés chercher en Écosse, qui s'appelle Atlantis, et pour bâtir une société commune entre le fonds d'investissement régional et cette entreprise pour essayer de redévelopper une énergie dont on estime qu'elle a un avenir considérable et qui permettrait rien que sur le Raz Blanchard de pouvoir produire 2 gigawatts d'énergie grâce au courant alternatif extrêmement puissant au large du Cotentin. Eh bien, sur chaque sujet, je ne suis pas capable de pouvoir annoncer une seule mesure positive sur le sujet. Toute la seule mesure que je pourrais évoquer sur la question, sur les 2 années du bilan Macron sur les questions d'environnement, c'est la démission de Nicolas Hulot. Il n'y a rien d'autre, ou presque. Ce que je sais, c'est que nous, Gérard,
Il est temps qu'on soit en capacité d'appréhender ces sujets et de les aborder avec responsabilité, avec courage, parce qu'aujourd'hui, la conscience du pays sur ces questions est absolument gigantesque et les Français ont raison d'être inquiets sur ces questions-là. Troisième et dernier sujet, pour ne pas être plus long, je voulais évoquer le fait qu'il nous fallait nous adresser à la France populaire. Denis Tillinac l'a évoqué tout à l'heure. Jean l'a évoqué tout à l'heure. Mais je prends la question du logement, 2 mots simplement. Ce qui est en train de se passer pour le bâtiment est très sérieux. Ça fait 2 années de suite que les mises en chantier sont en train de s'effondrer de 10% par an. Il y a de moins en moins de permis de construire. Les logements sociaux ont été pompés sur leur trésorerie et vont continuer à être pompés, ce qui fait qu'il n'y a plus de logements sociaux qui se construisent. Que les centres-villes des grandes métropoles ne peuvent plus être habités par des primo-accédants parce que le prix du mètre carré est trop élevé et qu'on sait qu'il manque 1 million de logements en France. Mais là, il est temps qu'on puisse aborder ces sujets-là parce que ce sont les jeunes générations, les nouvelles familles qui sont directement impactées sur ces questions-là. Et c'est un secteur économique. Et là, on peut prendre un peu de hauteur sur ces questions. Mais je voudrais évoquer un dernier sujet que sont les sujets de société. Je sais que je vais en heurter quelques-uns sur ces questions, mais pardon de le dire. Nous aurons dans quelques mois, Gérard, on en a parlé ensemble, le débat sur la PMA, je le dis aux sénatrices qui sont là, la procréation médicale assistée. Mesdames et messieurs, moi, je ne veux plus être dans un des porte-paroles de cette famille politique qui oublie que la société française, elle a évolué. On a toujours été quasiment un train de retard, surtout sur ces questions. Un métro ou 2 trains de retard. Nous avons pourtant été la famille politique de Simone Veil. Mais déjà, à l'époque, une partie de notre famille politique l'avait combattu largement. Qui, aujourd'hui, remettrait en cause cet acquis-là pour les femmes? Personne. J'ai le souvenir, François, lui aussi était jeune parlementaire, du discours sur la pilule du lendemain. J'ai été un des rares députés de l'opposition à avoir voté pour la pilule du lendemain. J'avais dû recevoir au moins une centaine de lettres d'insultes. Je venais juste d'être élu. J'avais voté contre mon groupe parlementaire qui, bien entendu, avait voté contre, comme le groupe RPR, parce que ça venait du gouvernement Hollande. Mais j'avais des enfants qui étaient des quasi-adolescents et je me disais que même si ce n'était pas la solution idéale, qu'il valait mieux un dialogue avec leur mère ou leur père, que je préférais avoir une fille qui puisse aller voir une infirmière dans un lycée pour prendre la pilule du lendemain que de l'amener quelques semaines plus tard dans un hôpital pour un acte beaucoup plus traumatisant. J'avais été un des rares à voter cela. Pardon de vous poser cette question-là. Est-ce que sur le Pacs, où nous avons eu les positions que vous connaissez, ou sur le mariage pour tous, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait considérer, avec un peu de recul, que ça n'a pas eu les effets dévastateurs qu'on a bien voulu évoquer sur la société française? Et est-ce qu'on pourrait au moins se dire que sur la PMA, on ne va pas à nouveau commettre la même erreur, en étant ceux qui défendons, certes, des causes que je respecte, mais que je ne partage pas. Et donc, je vous dis, sur tous ces sujets-là, il est temps que nous soyons en capacité de les aborder, pas simplement avec le passé de ce que nous avons dit ces dernières années. Oui, il faut des garanties, bien entendu. Oui, il faut permettre aux jeunes issus de la procréation médicale assistée de pouvoir avoir une recherche en paternité, bien entendu. Mais est-ce que, oui, bien entendu, on doit faire en sorte que soit inscrit dans la loi que la GPA est absolument inacceptable parce que la marchandisation du corps est absolument abominable. Oui. Mais est-ce qu'on peut avoir un discours équilibré sur ces questions et pas rentrer dans des schémas qui sont partagés par de moins en moins de nos compatriotes, quelle que soit notre culture, notre foi?
Eh bien, moi, j'ai envie que nous soyons enfin modernes sur ces sujets. Et je dis à Sophie et aux conseillères régionales qui parfois me reprochent des excès, oui, on a le droit aussi d'apparaître comme une formation politique défendant la cause des femmes sans pour autant d'être dans les excès de Madame Schiappa. Voilà. Eh bien, sur tous ces sujets-là, j'aimerais que nous soyons en capacité d'évoluer. Alors, mesdames et messieurs, j'ai terminé mon propos par simplement un message. Je vais le terminer en vous disant, moi je ne crois absolument pas que notre famille politique est morte. La preuve, vous êtes tellement nombreux ce matin. Je crois simplement qu'on a besoin de se remettre en cause, que c'est la période pour le faire. Je crois simplement que la multiplicité des discours des uns et des autres ne pose aucun problème. Il y aura un moment où il faudra que tout cela converge. Et je remercie Gérard pour l'œuvre qu'il entreprend à ce titre-là. Mais considérer qu'en clair, comme le disent les journaux, la droite et le centre-droit seraient morts, pardon de vous le dire, je suis convaincu du contraire pour les élections municipales déjà. Moi, je sais une chose, c'est que pour avoir en tête quelques sondages qui ont été réalisés, alors les sondages ne sont pas des élections, mais je constate que ceux qui ont fait le boulot, en général, nos compatriotes sauront le reconnaître. Mais en même temps, si aujourd'hui vous avez Emmanuel Macron qui embrasse les questions environnementales, il ne les embrasse pas par hasard. Probablement parce qu'il a pris conscience plus encore de ces sujets-là, mais c'est qu'eux aussi ils font des sondages. Et quand on fait un sondage à Rouen où il n'y a pas d'équipe sortante, on constate, je vous le livre, comme ça vous l'aurez en tête, c'est que la liste qui est en tête dans un sondage, ce n'est pas les socialistes à Rouen, ce sont les Verts. Et quand vous prenez des villes dans lesquelles il n'y a pas de sortant, la plupart du temps, les Verts sont en tête. Et donc, si Emmanuel Macron, maintenant, est devenu plus vert que vert, c'est parce qu'il a en tête qu'il va falloir récupérer et pomper une partie de l'électorat vert de M. Jadot. Mais pour autant, ça ne nous empêche pas, à nous, de considérer qu'à partir du territoire, il y a un des moyens de reconquête. Mais ce que je sais, c'est que les choses évoluent vite. Le Parti socialiste espagnol, on le disait, mort il y a 3 ans ou 4 ans. Forza Italia, qui a dominé la vie politique depuis 20 ans, ils sont à 5%. Et M. Macron, 2 ans avant l'élection présidentielle, personne ne pouvait penser qu'il serait président de la République. Donc les choses évoluent très vite. Et on a donc cette chance-là de pouvoir bâtir ce moment de réflexion pour être en capacité de porter un message politique. Et donc ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, on a des compatriotes qui, compte tenu de l'éclatement de la vie politique, qui ne sont plus bâtis sur un système en tuyau d'orgue, je suis à droite, je suis à gauche. Oui, pour une partie d'entre eux. Mais je crois qu'ils sont aujourd'hui beaucoup plus mobiles politiquement qu'ils ne l'ont jamais été. Et ils sont capables de faire des choix à une élection qui ne sont pas confirmés à l'élection d'après. Mais il y a une chose, moi, que je ne veux pas vivre, c'est le cauchemar vers lequel on va aller si on continue comme ça, si on est incapable de pouvoir porter une alternative, c'est qu'à un moment ou un autre, on finira par avoir l'extrême droite à la tête du pays. Parce qu'on voit bien que le discours dans lequel on veut nous laisser rentrer, c'est que c'est Emmanuel Macron ou le chaos. Et qu'un jour, on aura le chaos. Et il suffit que la récession économique atteigne le monde en 2020 ou 2021. Eh bien, si nous ne sommes pas capables de porter un projet politique alternatif, eh bien, c'est cela qui nous attend et qui nous pend au bout du nez avec des conséquences dramatiques pour notre pays. Et ça, je n'en veux pas. J'essaie de le faire au titre de ma région, en faisant en sorte qu'on puisse démontrer qu'on est en capacité de pouvoir porter la transformation. Le sondage que nous effectuons chaque année est assez exceptionnel pour l'instant, mais ça n'est qu'un sondage. Mais ce que je sais, c'est qu'au niveau national, nous aussi, on doit être en capacité de porter une alternative pour éviter un cauchemar vers lequel nous irons un jour ou l'autre si nous ne sommes pas capables de pouvoir le faire. Merci Gérard.